Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Titi. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un épisode en lien avec la suradaptation. Vous avez été nombreux à revenir vers moi en me disant oui mais finalement on sait ce que c'est que la suradaptation, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient, on ne sait pas forcément comment faire pour en sortir, on a besoin de clés. Donc voilà, je vais tenter en tout cas de vous donner un aperçu et quelques clés aujourd'hui sur effectivement cette fameuse suradaptation. Alors, moi, j'ai envie de commencer par un point que je trouve assez important, c'est de faire la différence entre l'adaptation et la suradaptation. Il est tout à fait normal, effectivement, quand en tout cas on a une vie sociale, de s'adapter à certaines situations qui ne nous conviennent pas 100%. C'est tout à fait OK de jouer à certains moments un rôle qu'on peut estimer être de l'adaptation. On fait ça en société, hein, ça fait partie de la manière dont on fonctionne. Mais là où effectivement ça commence à devenir quelque chose qui est pas du tout approprié, c'est quand cette adaptation n'est plus temporaire mais pratiquement constante. Et quand cette adaptation devient, c'est pour ça qu'on l'appelle une suradaptation, au fait qu'on s'oublie complètement, on oublie ses besoins, on n'est pas capable, peut-être parce qu'on n'a pas appris de s'écouter, et à force de s'adapter à toute une série d'éléments, on s'adapte à notre environnement, on s'adapte à notre entourage, on s'adapte à ce qu'on pense que l'autre voudrait pour toute une série de raisons que je vais développer effectivement dans cet épisode. Donc ça me semble vraiment un point déjà important de mettre en avant que on n'est pas à la chasse complète contre l'adaptation, mais bien sûr l'excès d'adaptation qu'on appelle la suradaptation. Okay? Alors, la question, c'était de dire aussi, est-ce que je pense pas que tout le monde soit nécessairement conscient, en tout cas dans un premier temps, avant d'avoir fait ce travail de conscience, on n'est pas forcément au clair avec le fait qu'on s'adapte. Parce qu'on s'est peut-être adapté pendant tellement longtemps que la suradaptation fait partie de notre quotidien. Et très souvent, c'est lié aussi au fait que nous ne sachions pas quels sont nos besoins. D'une part, parce qu'on nous a peut-être jamais parlé de besoins. Peut-être que on sait intellectuellement ce que ça veut dire, mais on n'a pas grandi dans une famille où l'écoute des besoins était quelque chose qui était mis en avant. Et moi, je me suis retrouvée assez souvent face à des personnes, à des adultes, à qui je demandais, mais c'est quoi ton besoin? Et qui étaient incapables de me répondre. Et c'est tout à fait OK. Je suis aussi passée par là. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des tas de façons d'apprendre à connaître nos besoins. J'ouvre une petite parenthèse. La colère, par exemple, est une émotion qui nous montre que nos besoins ne sont pas satisfaits. Et c'est là où la colère et la frustration, parce que ça, c'est avant la colère, on peut sentir de la frustration, sont en train de nous donner des éléments clés par rapport à ces aspects-là des choses. Et donc, je trouve que c'est pas anodin d'écouter ce qui se passe quand effectivement on est en colère et de pouvoir répondre, peut-être pas tout de suite, mais dans les moments qui vont suivre, les heures, voire la journée. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que j'étais en colère? Quel est le besoin qui n'a pas été rencontré? Est-ce que j'ai pas su l'exprimer? Est-ce que je l'avais exprimé et la personne en face de moi ne l'a pas écouté, par exemple? OK? Donc, je referme cette petite parenthèse sur les besoins. Ce que j'ai pu constater également, c'est que très souvent, quand on est en suradaptation, donc en excès d'adaptation, c'est épuisant. C'est fatigant. C'est vraiment cette notion d'épuisement, de fatigue, de grande fatigue revient assez suivant quand on est dans cette suradaptation. Par contre, elle n'est pas forcément identifiée en lien avec la suradaptation.
Pourquoi? Et ça peut partiellement en faire partie. Bah, d'abord parce qu'on peut être fatigué pour toute une série de raisons, euh, parce qu'on a fait plein de choses, etc. Et que bah, c'est normal d'être fatigué. Puis on va me dire qu'on n'a pas bien dormi, qu'il y a plein de choses à gérer dans la vie, qu'on a des soucis, etc. Mais il y a également cette fatigue qui vient dans le cas de l'hypersensibilité de l'environnement. Hein, donc du bruit, de gens qui sont dans une énergie, dans des tensions et qu'on peut ressentir. Donc ça peut effectivement avoir un impact. Mais, et c'est là aussi que la suradaptation vient, peut avoir un impact parfois inconscient. Parce qu'on s'adapte. Ne fût-ce que si effectivement vous avez des gens qui se disputent près de vous et que vous n'avez pas envie de vous mêler de leurs disputes, et ben vous allez peut-être vous retenir et ne rien dire. Et vous allez créer des tensions. Et ce sont les tensions qui font que vous allez fatiguer. Okay. Donc chaque fois que vous êtes en désaccord avec qui vous êtes vraiment, et parfois une fois de plus ça n'est pas conscient, vous rentrez en tension. Vous rentrez pas en tension que pour ça, mais pour ça aussi. Et donc, les tensions à la longue fatiguent énormément. Okay. Il y a une petite phrase, grain de folie, comme j'aime l'appeler, grain d'humour, que j'aime beaucoup, que j'ai vu un jour. Non, c'est une élève dans une des formations que je donnais qui me l'a sortie et je l'ai revue assez souvent sur les réseaux sociaux et je la trouve vraiment très drôle. C'est à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte. Ça, pour moi, c'est l'illustration comique de la suradaptation, pour peu qu'on soit encore capable d'en rire, évidemment, quoi. OK? Alors, pourquoi on s'adapte? Ça, c'est la question, en fait. Hein. Pourquoi on s'adapte et pourquoi on se suradapte, effectivement? Ça vient de votre niveau de sécurité intérieure. Je rappelle, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, que le niveau de sécurité intérieure est associé à la théorie de l'attachement, c'est-à-dire que votre figure d'attachement est très souvent la maman. Alors parfois on a une autre figure plus proche, mais généralement c'est la maman dès la naissance. Certains spécialistes vont même dire avant. Et donc la maman, elle est là pour nous apporter de la sécurité, nous rassurer en tant que bébé. Okay. Comment elle va rassurer? Elle va rassurer par sa présence calme, par sa présence entre guillemets inconditionnelle, par le fait que quand le bébé pleure, elle accueille, elle cajole, elle rassure, que quand l'enfant fait une crise, elle va écouter sans juger. Et le principe de la théorie de l'attachement, c'est que l'enfant est entendu, écouté, compris et se sent dès lors digne d'être aimé, digne d'être qui il est. Et cet enfant, il est entendu, compris, écouté dans ses besoins émotionnels également. OK? Et donc, on sait que c'est vraiment une théorie qui a son importance aujourd'hui. On en parle de plus en plus. Et on sait aussi combien c'est demandeur à la maman, mais aussi aux parents, à la famille de manière générale, de répondre à ces besoins de l'enfant. Okay. Donc, c'est pas binaire cette histoire-là, comme je dis souvent. Hein, c'est pas tout à fait oui, c'est pas tout à fait non. C'est juste qu'au plus l'enfant aura des expériences positives de réponse à ses besoins, étant tout petit, et que maman reste près de lui, et que il n'a pas l'impression qu'il va être abandonné ou rejeté, etc., au plus effectivement on va développer une sécurité intérieure. Okay. Alors, mon constat, c'est aussi que je rencontre pas mal de personnes qui n'ont pas forcément développé cette sécurité intérieure, ne fût-ce que à la base, si une maman ou si une famille avance sur une base d'insécurité, bah forcément, le bébé va ressentir cette insécurité, ce sera moins simple de développer sa sécurité intérieure. Okay. Et donc, il peut y avoir plusieurs formes d'attachement évitantes, angoissées. Enfin, voilà, c'est pas l'objet ici, mais on peut avoir les deux grands aspects, avoir soit tendance à éviter la relation parce que on n'y trouve pas de la sécurité.
hein. C'est une façon de fonctionner. Ok, c'est très bref ce que je vous dis, hein. On pourrait faire aussi un épisode sur la théorie de l'attachement qui est passionnante. Sinon, on peut aussi être complètement angoissé ou partiellement angoissé et aller chercher chez l'autre le besoin d'être rassuré, de nous dire, de nous demander, de nous rassurer sur telle ou telle chose, et on va aller demander, chercher les infos. Donc, sont des modes de fonctionnement assez différents, mais qui montrent une forme d'insécurité. Okay, une fois de plus, l'insécurité, elle se travaille, hein. Rien n'est impossible. Okay, alors, effectivement, si le petit enfant, le bébé, le petit enfant, l'enfant qui a grandi, devient adulte, forcément, et qu'il n'a pas développé cette sécurité intérieure, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va aller chercher constamment de la validation à l'extérieur, de l'appréciation, des signes de reconnaissance. On peut appeler ça en fonction du contexte de différentes manières, de l'amour même, hein, dans le cadre d'une relation sentimentale. Okay, en tout cas, il y a ce fait de ne pas être conscient qu'on a à l'intérieur tout ce qu'il nous faut, et de ne pas encore avoir cette sécurité, d'être pas suffisamment rempli à l'intérieur que pour pouvoir être en autonomie. C'est comme ça que j'ai envie de dire. Et donc, on cherche à l'extérieur. Et quand on cherche à l'extérieur, le risque de se suradapter, il est bel et bien là. Ok, alors, comment se suradapter? Ça va se traduire de plein de façons. On va peut-être pas oser se positionner. On va rien dire, on va garder les choses pour nous, on n'exprime pas. Parfois, on ne sait pas, ce qu'on n'a pas appris. Surtout, je reviens par rapport, parce que la suradaptation n'existe pas que chez les émotifs talentueux. On est bien d'accord que c'est valable pour tout le monde. Par contre, il y a effectivement des éléments pour les personnes au potentiel hypersensible qui vont renforcer cette suradaptation. C'est par exemple quand on a l'impression qu'on n'a pas les codes parce qu'on se sent en décalage. Okay, et pourquoi on se sent en décalage? Parce qu'on ne nous a pas expliqué que c'était OK d'être comme on est. Et on cherche à ressembler à la majorité des gens parce qu'on a l'impression que si on ressemble pas à ces gens, qu'on ne fait pas comme eux, eh bien, et donc qu'on ne s'adapte pas, eh bien, on ne sera pas accepté. Peut-être qu'on va être abandonné, rejeté en fonction de nos blessures. Effectivement, on va ressentir ça. C'est pas toujours conscient. Et voilà. Alors, certains spécialistes disent que les petites filles sont plus dans la suradaptation que les garçons, puisqu'il y a un autre aspect, hein, c'est que les garçons vont pouvoir être dans quelque chose de plus rebelle. Cela dit, j'ai connu des tas de garçons et donc de messieurs qui sont dans la suradaptation et inversement des filles qui sont rebelles. Hein, donc voilà. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un mécanisme de défense. Et c'est tout à fait OK. Hein, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement démystifier ce mécanisme de défense et de voir comment il se traduit chez vous et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, je parlais de suradaptation, mais j'ai envie d'élargir un petit peu les choses puisque je vous ai parlé de la théorie de l'attachement et que pour moi, il y a toute une série d'éléments qui sont importants. C'est peut-être que si je vous parle que de la suradaptation, vous n'allez pas forcément vous retrouver dans tout. Donc, moi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est de vous présenter, c'est rapidement le type de stratégie dans lesquelles on peut partir quand effectivement on se sent en insécurité, y compris en insécurité dans le lien ou dans la relation. Alors pour certaines personnes, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a des personnes qui vont prendre la fuite, qui vont être dans l'évitement. Alors prendre la fuite, c'est pas forcément je pars et on ne me revoit plus jamais. Ça peut être prendre la fuite en évitant des conversations, ça peut être prendre la fuite en arrivant en retard, ça peut être prendre la fuite en ne faisant pas ce qu'on a demandé sans... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Alors c'est l'exemple du moment. Moi, je travaille pour le moment avec des corps de métier. On a un entrepreneur qui ne répond pas à ma demande, qui est en retard. Et vous pouvez très bien voir que, par exemple, un exemple comme celui-là, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous dire que c'est pas sa faute, etc. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire que vous donnez un planning exact en étant désolé pour le retard. Et vous avez, si je reprends l'exemple de la fuite, des personnes, et c'est le cas ici, en fait, j'ai pas de réponse. Ça ne me dit pas qu'il ne viendra pas, mais j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Et je pense que lui non plus, mais quand quelqu'un est dans la fuite, dans l'évitement,
au lieu d'assumer le fait que, par exemple, il y a un retard ou qu'il n'est pas capable de délivrer telle ou telle chose, et donc quelque part de prendre sa responsabilité, même si la responsabilité est partagée dans des tas de conflits, etc., on est bien d'accord, quoi. Eh bien, il y a cet évitement, ok? Et ça, c'est un mécanisme de défense, d'accord? D'autres personnes vont, au contraire, tout faire pour l'autre. Récemment, dans un groupe, je faisais un petit coaching en direct et la personne m'exprimait, j'ai tout fait pour elle ou pour lui, je ne sais plus, mais... euh, et donc ça, c'est quand effectivement il y a ce besoin d'être rassuré, qu'on donne plein de choses à l'autre et qu'on attire l'attention. On s'oublie, on est dans la suradaptation également, mais j'ai tout fait, on peut l'entendre de deux manières. Il y a aussi le verbe étouffer. Et je trouve ça assez intéressant. C'est aussi un mécanisme de défense différent. OK? Alors, il y a des personnes qui vont devancer les désirs d'autres personnes, hein. On peut relier à ce que je viens de dire juste avant. Et se contenir. Il y a les rois de la suradaptation. Ils imaginent ce que l'autre aimerait sans nécessairement vérifier avec l'autre et va devancer tous ses désirs de telle sorte à ce que, effectivement, je m'assure que je sois, et c'est souvent inconscient, aimable, valorisé, ou en tout cas, à minima, considéré comme quelqu'un de sympa, qui fait toujours tout pour les autres, et même à qui on peut pas reprocher grand-chose, par exemple. OK? Et quand je dis que ce sont les rois de la suradaptation, je reviens à l'aspect suradaptation ici et vigilance mais jusqu'où on est capable d'aller quand on s'adapte à ce point, au point de s'en oublier, d'oublier de nous écouter, d'oublier nos propres désirs et d'oublier nos propres besoins. C'est une vraie question. D'autres personnes vont vouloir montrer leur perfection, montrer qu'ils sont à la hauteur. C'est un autre système de défense, ok? C'est une autre stratégie de défense, si on peut dire. Et c'est d'une certaine manière aussi une adaptation, hein, une adaptation à une image de la perfection, une image de ce qui doit être fait, d'être à la hauteur, hein, c'est également contraignant. Et bien entendu, vous avez également des personnes, on ne pense pas à ça quand on parle de suradaptation, et ça n'est pas de la suradaptation, mais c'est de l'adaptation de l'autre à nous, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre l'ascendant sur les autres. Il y a des gens qui ont besoin de contrôler. Et quand je dis qu'il y a des gens qui ont besoin de contrôler, nous avons tous besoin de contrôler. Et ce qui est intéressant, là, je vous ai fait un petit topo sur différents mécanismes, mais on passe par tous ces mécanismes à différents moments, qui ne sont pas forcément de la suradaptation, comme la thématique, une fois de plus, de cet épisode, mais je trouve intéressant de pouvoir les repasser, les découvrir, pardon, les identifier, voilà, c'est le mot que je cherchais, parce qu'on peut passer un petit peu partout, à des différents moments. Il y a les périodes de vie, on est plus sur certaines choses. On a souvent un mécanisme plus fort que l'autre, dans un contexte plus que l'autre, etc. Donc, voilà. Je trouve que c'est intéressant d'aborder cet aspect-là des choses. Alors, la question aussi m'en pose assez régulièrement, c'est mais comment on fait pour en sortir? Je reviens toujours sur cet élément de base, la connaissance de soi. Pour moi, il y a pas autre chose, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se connaître dans nos besoins, apprendre à se connaître dans nos mécanismes de défense, apprendre à se connaître dans nos blessures, hein, nos mécanismes de défense, ils viennent de nos blessures et du fait que quand on se sent blessé, ça ne veut pas dire que l'autre veut nécessairement nous blesser, on va réagir et on met en place un mécanisme très souvent inconscient. Et donc, en apprenant à se connaître, on peut aussi les identifier, on peut les observer. L'idée, c'est pas de se juger, c'est vraiment de constater que dans tel contexte, il se passe telle chose. Et en avançant de cette manière-là, vous allez voir que vous allez découvrir plein de belles choses sur vous, et pas uniquement vos modes de réaction, vos blessures. Vous allez pouvoir aussi constater tout ce qui, chez vous, est plus fluide, et vous reconnecter à vos besoins. Et quand on se reconnecte à ce besoin, on sent l'énergie qui remonte. Et quand on sait quels sont nos besoins et qu'on a effectivement fait ce travail de connaissance de soi en vue d'aller vers la réalisation de soi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est de plus en plus capable d'écouter nos besoins.
Alors, parfois, il faut un temps, parce qu'on n'a pas appris et qu'il faut réapprendre et repartir sur des bases, même parfois déconstruire. C'est ça aussi. Dans la suradaptation, il est parfois nécessaire de déconstruire toute une série de mécanismes, toute une série de croyances, puisque les croyances, elles disent bien ce qu'elles disent, c'est qu'on croit à quelque chose parce qu'on l'a vécu. Et il y a des croyances qui sont limitantes. Euh, et à force de les vivre, c'est comme si on ne savait plus faire marche arrière. Or, il y a moyen de changer ces perspectives-là sur ces croyances en question. Donc, hein, voilà, ça fait partie effectivement du travail de connaissance de soi. On travaille sur les besoins, j'en ai parlé. Sur les valeurs aussi, qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Dans quelles priorités? J'en reparle assez souvent. Comment elles se traduisent dans quel contexte. Et important, la façon dont se traduisent vos valeurs aujourd'hui, en particulier si vous m'écoutez et que vous venez de découvrir votre singularité, ou si vous l'avez déjà découverte à un certain moment, ou si vous avez le sentiment que vous l'avez déjà intégrée, qu'à la limite c'est même plus important, ok? Dans ce cas-là, c'est plus rare qu'on écoute mes podcasts, mais et qu'on me suive, mais vos valeurs, elles peuvent toujours être les mêmes, mais par contre, elles peuvent peut-être changer de priorité. Donc, elles sont plus dans le même ordre et elles peuvent se traduire concrètement d'une autre manière. Je m'explique. Une valeur, si vous me demandez, moi j'ai une valeur de liberté. Comment se traduit ma valeur de liberté? C'est de pouvoir poser mes choix, c'est de pouvoir travailler à la maison, y compris dans le fait de décider si je travaille tel ou tel jour et si un jour je suis fatiguée, de pouvoir effectivement, on est dans le contexte pro là, de pouvoir choisir je sais pas moi, je décide de pas travailler vendredi mais je travaille samedi. Hein, donc voilà, ça répond à ma valeur de liberté et aux éléments qui sont importants pour moi. On pourrait prendre le respect. Le respect, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils ont la valeur de respect, hein, et j'en suis vraiment ravie. Par contre, demandez à toute une série de personnes dans des cultures différentes, avec des histoires différentes, comment se traduit le respect pour vous, vous seriez surpris d'entendre certains éléments, certains indicateurs du respect qui, pour vous et probablement pour moi, sont tout sauf du respect à travers mon regard. OK? Donc, il ne suffit pas de connaître ces valeurs, c'est aussi intéressant d'aller un petit peu plus loin sur les indicateurs. OK? Alors, à partir du moment où vous êtes au clair avec vos besoins, vos valeurs, vous allez mieux pouvoir poser vos limites, hein, et les exprimer. Alors, les connaître et savoir les poser, c'est encore différent que de les exprimer. Ça peut, hein, si vous êtes effectivement dans le cas de figure de la personne qui prend sa fuite, facilement la fuite, ou qui a du mal à rester, quand il y a une difficulté, ben voilà, vous, ce que vous avez appris, c'est d'éviter, hein, ce que vous n'avez pas encore fait autrement, c'est OK. Mais déjà, le conscientiser, c'est intéressant. Et pour ces personnes, hein, qui sont dans l'évitement, exprimer est plus compliqué. Hein, pour les rois de la suradaptation, hein, qui sont dans les désirs des autres et qui ont peur effectivement de ne pas être appréciés, hein, de ce que l'autre va penser, exprimer, ça peut parfois être un enjeu, l'enjeu d'être jugé et cette grande peur d'être jugé. Voilà. Alors, exprimer ses limites, les poser. Commencez, si je peux vraiment vous donner un aspect qui me semble important, commencez dans un milieu dans lequel vous allez vous sentir en confiance. Alors, quand je dis un milieu, c'est probablement avec une ou l'autre personne avec qui vous vous sentez en confiance. Et vous serez probablement surpris, et souvent de manière très positive, de voir qu'en posant vos limites, c'est tout à fait accueilli de l'autre côté. À titre personnel, à l'inverse, moi, je trouve ça tellement plus facile quand les gens me disent les choses plus carrées sur ce qui sont OK ou pas. À partir du moment où on sait, c'est tellement plus facile d'avancer que te demander si oui, non. Quelqu'un qui me dit oui, mais qui pense pas vraiment oui parce qu'il n'ose pas me dire oui ou parce qu'il n'ose pas me dire non, pardon. Je trouve ça compliqué, moi. Hein. Je sais pas vous, mais perso, je trouve que c'est beaucoup plus facile si les choses sont claires. Et puis, j'ai envie de terminer sur un point qui me semble vraiment important à travailler par rapport à cet aspect de la suradaptation, c'est apprendre à vous reconnaître et à vous reconnaître dans votre valeur. C'est un travail en combinaison avec la sécurité intérieure. C'est pas parce qu'on ne vous a pas témoigné euh, que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un digne de confiance, quelqu'un digne d'amour, digne d'être différent des autres personnes ou de fonctionner de manière atypique, que vous ne l'êtes pas.
Hein. C'est pas parce que ça n'a pas été nommé que ça n'existe pas. Et ça me semble vraiment tellement important de pouvoir faire ce chemin sur la valeur qu'on se donne, sur le regard que l'on porte sur soi, et sur le droit d'exister dans sa singularité, le droit d'exister dans sa différence, le droit d'exister dans tout ce tout ce qui émerge, dans le droit d'avoir des désirs et de les exprimer. Vraiment, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça vient vraiment du fond du cœur ce que je vous partage maintenant parce que quand on ne l'a pas dit, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est ce qui m'amène une fois de plus à la suradaptation. Alors, plutôt que vous parler encore longtemps sur ce sujet, ce que je vous propose, c'est de faire le quiz, un nouveau quiz. Là, il vient de sortir, donc voilà, je suis heureuse de vous le présenter. Il va pouvoir vous donner des clés pour sortir de la suradaptation et mieux vous connaître. Et donc, ce nouveau quiz vous permet plus spécifiquement d'évaluer deux choses. Un, dans quelle phase d'intégration de votre singularité vous êtes actuellement, puisque vous n'avez évidemment pas les mêmes besoins quand vous venez de découvrir votre singularité, vous êtes encore plein de doutes, voire même dans l'émotion, l'effervescence, feu d'artifice émotionnel, que quand vous avez intégré pas mal de choses et que vous êtes en phase de réalisation et que vous avez compris toute une série d'éléments. Voilà, ok. Donc, ce quiz va vous permettre d'une part d'évaluer ça et ensuite, et on va croiser les deux par la suite, il y aura un bilan de ce que j'appelle le cycle de développement de votre potentiel sur base d'un modèle que j'ai créé sur 5 graines. Les 5 graines sont la graine de connaissance, la graine de sagesse, la graine de courage, la graine de folie et la graine d'humanité. Je vous explique tout ça quand vous recevez les résultats de votre quiz. Et ce qui est intéressant, c'est que les graines, il faut les cultiver et que son potentiel, il se cultive aussi d'abord pour se déployer. Il demande qu'on prenne soin de ces graines-là. Et donc, dans ce quiz, vous allez avoir accès à un score, si on peut dire, de où vous en êtes par graine. Il y a les graines qui sont dormantes, il y a les graines qui sont en train de pousser, de se développer. Il y en a qui sont déjà matures, celles sur lesquelles vous allez pouvoir identifier celles qui sont matures et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer parce que ce sont des vraies ressources. Celles qui effectivement peuvent être des pièges parce que vous n'y apportez pas nécessairement suffisamment d'importance. Donc voilà. Et puis, je vous envoie un rapport, un document de plusieurs pages qui va vous permettre en fonction de votre phase d'intégration, et là où vous en êtes dans ce cycle de potentiel lié aux 5 graines, de pouvoir croiser ces résultats et d'avoir un rapport personnalisé qui va vous indiquer une série d'actions que vous pouvez mettre en place. Et donc, c'est un chouette bilan. C'est tout nouveau. Et donc, je vous invite si vous êtes intéressé, à aller le chercher, à remplir ce quiz via le lien émotif-talentueux, donc bien entendu 3 fois W avant, /graine au pluriel, donc je répète 3 fois W, émotif avec FS, donc au pluriel, talentueux avec un X.com /graine, GRAINES. Voilà, je serai très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.